Mesdames et messieurs, bonjour, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Dialogue avec la société civile sur l'engagement social, tel a été donc l'objet de la réunion qui s'est déroulée dans la semaine de l'action sociale du secrétariat d'État. Et un pas de géant pour Djibouti selon la Banque mondiale concernant la performance logistique. Et en Colombie, un attentat contre l'école de police à Bogota a fait 21 morts. Nous reviendrons sur cette affaire dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Dans l'après-midi d'hier, le secrétariat d'État aux affaires sociales a organisé un dialogue avec la société civile sur l'engagement social au siège de l'UNFD. En présence de la secrétaire d'État des Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, de la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Hamad Bilil, ainsi que bien d'autres parlementaires et leaders des associations. Ce dialogue s'inscrit dans le cadre d'une discussion et débat avec la société civile sur le civisme, la citoyenneté, la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance communautaire tel que l'entraide au sein de la communauté à tout moment en luttant contre les drogues, la pauvreté, la délinquance ainsi que le tribalisme. Et dans son intervention, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a indiqué que le but de ce dialogue est de transmettre aux concitoyens et leaders communautaires, jeunes et vieux, l'harmonie et la sérénité qu'apporte le fait de se donner un coup de pouce ou un soutien au sein de la société. Plusieurs maires et jeunes ont participé donc à cet événement riche en idées et en émotions patriotiques. Après leur rencontre avec les différentes institutions de la capitale, place aux régions de l'intérieur, la délégation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, avec à sa tête la professeure Fatouma Zohra Kharadja, chef de mission, s'est rendue à Tadjoura. La délégation a été reçue par le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoïta, en présence du sultan de Tadjoura et des élus de la région, dont le président du conseil régional, Omar Hussein. Les discussions ont porté donc sur comment des collectivités territoriales doivent avoir une autonomie économique et financière afin qu'ils déclenchent un développement endogène à ce que la population puisse avoir un meilleur cadre de vie. Les objectifs étant à ce que des investissements locaux en infrastructures et services de base liés à la forte croissance des populations, des collectivités rurales, de structurer puissent donc dynamiser les marchés locaux en créant autant donc une économie locale. La chef de mission du MAEP, Fatouma Zohra, a dans un mot prononcé à cette occasion souligné que cette initiative était une volonté politique du plus haut niveau. Beaucoup à la réalisation de la décentralisation parce que dans l'évaluation pays qui a eu lieu il y a quelque temps et dont le rapport a été lancé au mois de mars dernier, cette question apparaît comme un point nodal. Par conséquent, il a demandé à ce qu'on puisse examiner cette situation au plus près possible, auprès de toutes les parties prenantes, aussi bien les représentants des départements ministériels que des organisations de la société civile, que des élus, aussi bien nationaux que locaux, pour apprécier la faisabilité et les défis et les contraintes et les atouts bien sûr aussi de la mise en œuvre de cette décentralisation. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barra, reçu dans la journée d'hier Karine Bakle, donc directrice générale du pavillon création africaine du Festival international de Cannes en vue de la promotion des talents africains dans le domaine du cinéma, en présence du directeur général du tourisme, du directeur de la culture, du conseiller technique culture du ministre Idriss Moussa. En effet, cette nouvelle structure créée pour la première fois constitue une opportunité pour la promotion et la mise en valeur des talents africains de manière à contribuer à l'essor économique du cinéma africain. Madame Barclay s'est déclarée réjouie de l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a donc été réservé par l'ensemble des partenaires qu'elle a pu rencontrer. Le ministre a souhaité la bienvenue à Karine Barclay en la remerciant d'avoir choisi Djibouti pour effectuer son premier déplacement dans le cadre donc de ces nouvelles missions. Il a rappelé la richesse de Djibouti en matière de patrimoine naturel et culturel comme le lac Assal, le lac Abbé, le Grand Bara, le volcan Radukoba, les îles Moucha, centre urbain touristique de Djibouti qui ont servi donc de cadre de tournage à de nombreux films internationaux.
Et ce communiqué, donc, selon l'indice de performance logistique publié tous les 2 ans par la Banque mondiale, Djibouti passe du 134e rang mondial à la 90e place, soit une progression de 44 places. Dans la zone COMESA, le pays occupe le 5e rang. L'indice de performance de la logistique reflète les perceptions relatives à la logistique d'un pays et selon la Banque mondiale, auteur de l'étude, il existe une corrélation forte entre la performance logistique et la pertinence dans les chaînes de valeur ainsi que la qualité des services de livraison ou de production. Pour rappel, l'indice de performance logistique appelé plus communément Connecting the to Compete est un rapport de la Banque mondiale jaugeant le secteur logistique des pays sur la base de 6 critères clés, citant notamment l'efficacité du dédouanement, la qualité des infrastructures, le coût de passage, la compétence des professionnels de la chaîne logistique, le suivi des expéditions et enfin la localisation des marchandises et les délais de livraison. Ce rapport est l'équivalent de Doing Business pour l'environnement des affaires et permet aux décideurs d'avoir une vision concrète de l'efficacité de leur pays par rapport aux autres en termes d'acheminement des biens entre les frontières et d'accès aux chaînes logistiques internationales. Cette progression donc s'explique non seulement par les importants investissements réalisés ces dernières années par le pays dans les secteurs portuaires ainsi que le chemin de fer, mais aussi confirme la vision du pays à devenir un centre maritime international incontournable. Et c'est dans ce cadre que le Doralé Multipurpose Port répond avec aisance aux critères de cet indice sur la performance logistique. Le DMP, comme on l'appelle plus communément, un des piliers de l'économie nationale, écrit le début d'une nouvelle ère riche en promesses, comme le démontre ce magazine de la rédaction. La République de Djibouti progresse sur la carte mondiale. Une fois de plus, le pays voit grand. Le Doralé Multipurpose matérialise la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Une promotion qui passe par le positionnement géographique du pays, au croisement du commerce maritime mondial. Cette infrastructure portuaire que le DMP place le pays en première ligne du trafic maritime mondial. Quelques années après son inauguration, le DMP confirme sa pertinence en accueillant des navires Panamax, c'est-à-dire de dernière génération, capables de transporter 100 000 tonnes de produits. Mardi dernier, en effet, ce fleuron de nos infrastructures portuaires avait accueilli le navire Alkimos Héraclès, un monstre long de 229 mètres. Ce vaisseau transportant 80 000 tonnes de céréales est destiné au ministère de la Culture d'Éthiopie. En accueillant, le DMP confirme ses capacités d'accueil et de performance par rapport aux ports de la région et se positionne comme une plateforme multimodale au niveau régional et même international. Quelques heures après son accostage, les différentes grues mobiles portuaires commencent le déchargement du blé. 12 000 tonnes de blé déchargées par jour durant les 12 à 13 jours que ce navire était au quai. Le blé est directement versé vers 2 entrepôts d'une capacité de 50 000 tonnes avant leur acheminement vers l'Éthiopie. Actuellement, le navire vient de commencer les opérations. Nous avons mis 2 grues avec une machine, des agri-machines qu'on appelle, qui aspirent la marchandise des cales. Donc on est en train de travailler sur ce navire, disons, des 13 jours maximum. Et vous voyez tous ces matériels qui sont actuellement sur place, qui vont acheminer d'un convoyeur vers les silos dédiés. La mondialisation de la deuxième moitié du 19e siècle s'est traduite par une explosion du commerce intercontinental, une diversification des frettes et une transformation rapide des moyens de transport maritime et terrestre. Le DMP utilise les dernières technologies et les derniers équipements afin de répondre aux besoins requis du commerce maritime. La technologie de l'automatisation domine aujourd'hui dans ce secteur et l'efficacité d'un port se mesure désormais en grande partie à la rapidité du transit, mais aussi au coût des transports maritimes proposés. Vous voyez aujourd'hui les DMP et les derniers ports de dernière génération. Actuellement, nous avons dans l'ancien port, nous avons un nombre de tirons d'eau de 12 mètres. Et ce qui fait la différence, c'est le tirant d'eau des navires. Il n'y a pas de port qui a le même draft tirant d'eau ou le même équipement dans les zones. Ainsi,
Le Doralé multipurpose port s'impose comme le seul port qui répond aux besoins constants des navires de dernière génération, mais aussi en termes de capacité de gestion, avec une grande aisance d'opération dans cette partie de l'Est du continent africain. Une véritable illustration de la volonté du président de la République de dynamiser l'économie nationale et à travers elle... Et dans le cadre de la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes, dans la journée du 16 août, les gendarmes de la brigade d'Anguela ont mis la main sur 2 personnes recherchées pour vol d'un téléphone portable dans une maison occupée par un ressortissant étranger. Après avoir confronté à des preuves matérielles, ces délinquants ont reconnu avoir commis une série de vols d'appareils électroniques composés essentiellement de téléphones portables perpétrés dans les habitations. Et pour accomplir leur forfait, ces 2 délinquants ciblaient plus particulièrement les domiciles des ressortissants yéménites dans lesquels ils s'introduisent avec ruse en se faisant passer pour des mendiants. Au cours des investigations, les gendarmes donc ont interpellé un complice qui avait la charge d'écouler les téléphones volés sur le marché noir. En tout, 30 téléphones portables de diverses marques ont été saisis auprès de nouveaux acquéreurs. Il est à souligner que ces 2 personnes sont des récidivistes et sont réputées pour des faits similaires. Et compte tenu de la gravité des faits, les personnes impliquées dans cette affaire en qualité d'auteurs, complices et receleurs seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, la police nationale, en étroite collaboration avec les services de douane, ont saisi donc une grande quantité de contrebande, notamment de cigarettes, composé plus de 40 cartons de cigarettes de la marque Benson et Royal. Ces cigarettes de contrebande qui n'ont pas été taxées par les services de douane a été introduite sur le territoire national de manière clandestine pour être revendues à divers prix dans toutes les boutiques de notre pays. Cette action même menée conjointement par les forces de police nationale et la douane de Djibouti s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les cigarettes de contrebande. Ce trafic, de plus en plus récurrent, constitue un véritable frein au développement économique, une réelle perte pour l'économie nationale. À la fin, donc, la police nationale avec les services de la douane ont détruit par le feu la marchandise saisie. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde, notamment régionales. Au Yémen, des observateurs de l'ONU chargés de surveiller la trêve à Hudaïda sont sortis indemnes des tirs contre leur convoi jeudi, quelques heures après que le Conseil de sécurité a approuvé l'envoi d'une mission élargie de 75 membres dans cette ville stratégique du Yémen. Le chef de la mission d'observateurs, le général néerlandais à la retraite Patrick Kammaert, et son équipe sont indemnes, a affirmé Stéphane Dujurac, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Il sortait donc d'une réunion avec le gouvernement yéménite lorsqu'un véhicule blindé portant la mention ONU a subi une série de tirs d'armes légères, a-t-il précisé. L'équipe est rentrée à la base sans autre incident. Les observateurs de l'ONU sont arrivés le 23 décembre à Hudaïda. Ils sont arrivés et ils sont chargés donc de superviser un cessez-le-feu fragile entré en vigueur le 18 décembre dernier entre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran et le gouvernement appuyé par une coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite depuis mars 2015. Si les affrontements se sont atténués à Hudaïda, des combats sporadiques continuent de mettre en péril la trêve négociée par l'ONU en Suède dans l'espoir de mettre donc fin à une guerre qui menace le Yémen de famine. Les belligérants se sont tour à tour accusés d'avoir violé la trêve. La Tunisie paralysée par une grève générale. Tunis comme vidée de ses habitants. La ville est paralysée par une grève générale très suivie dans les services publics. L'aéroport était quasiment à l'arrêt hier, laissant des milliers de passagers sans vol ni information. Ce sont aussi les administrations, les écoles, les transports en commun et les services de soins de tous les pays qui sont à l'arrêt. À l'origine de ce mouvement d'ampleur, la puissante centrale syndicale, l'UGTT. Les manifestants reprochent au Premier ministre Youssef Chahed de céder aux directives du Fonds monétaire international. Dans un discours prononcé hier à Tunis, le secrétaire général du syndicat s'est montré très offensif envers le gouvernement. Il réclame des augmentations de salaire plus importantes que les 40 à 55 euros étalés sur 2 ans proposés par le gouvernement pour contrer la baisse du pouvoir d'achat due à l'inflation. Le pays est très lourdement endetté et le contexte social mais aussi politique est tendu en ce début d'année électorale.
Et donc le département d'État américain rappelle tous ses employés malgré le shutdown. Le département d'État américain, donc affecté comme toute l'administration fédérale par le shutdown, a expliqué hier avoir trouvé le financement pour assurer le bon fonctionnement de la diplomatie américaine. Le ministère dirigé par Mike Pompeo a demandé à tous ses employés de revenir à partir de dimanche, jour qui marque le début d'une nouvelle période de 2 semaines à l'issue de laquelle les salaires doivent théoriquement être versés. Lundi étant un jour férié aux États-Unis, le retour effectif se fera mardi. À l'inverse de nombreux employés fédéraux qui, faute d'approbation donc par le Congrès d'un budget pour l'année 2019, travaillent bénévolement, les 75 000 fonctionnaires du département d'État seront bien rémunérés à partir de cette date. Nous avons besoin de toutes nos équipes pour faire face à la multitude d'enjeux cruciaux récurrents, le leadership américain a déclaré des journalistes. Donc, le département d'État a précisé que ces ressources seraient pour l'instant utilisées avec parcimonie et que les employés mis au chômage technique pendant les près de 4 semaines de shutdown ne toucheraient pas tout de suite de manière rétroactive leur salaire non perçu jusqu'ici. Et enfin, la Colombie renoue avec le terrorisme, attentat contre la police à Bogota. La Colombie n'arrive pas à s'en sortir. La violence terroriste vient de lui revenir en pleine face. Un attentat à la voiture piégée a dévasté la principale école de police du pays, installée dans le sud de la capitale, Bogota. Le bilan des victimes, qui s'est déjà alourdi et reste provisoire, est de 21 morts et 68 blessés. La capitale colombienne n'avait pas connu une attaque aussi sanglante depuis une quinzaine d'années. L'auteur de l'attentat, un Colombien déjà identifié qui est mort dans l'explosion de son véhicule, a certainement bénéficié de complicité. En effet, est-il lié au milieu donc du narcotrafic qui reste très puissant ou à la dernière guérilla qui garde un pouvoir de nuisance en Colombie, l'armée de libération nationale? La deuxième hypothèse paraît plus évidente. Le kamikaze a indiqué donc le procureur général est entré brusquement dans l'enceinte de l'école des officiers général Francisco de Paula Santander à Bogota en volant d'une camionnette bourrée d'un puissant explosif à la pentolite. Il y en a donc avec 80 kilos selon les premiers éléments de l'enquête. La voiture donc qui a utilisé le terroriste aurait passé un contrôle technique dans une région frontalière au Venezuela, l'Arauca, où la guérilla ELN est bien implantée. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.